Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading à l'émission Wall Street Insider. Il est 14h15, des statistiques américaines sont attendues à 14h30. Alors ce ne sont pas des statistiques majeures, quoique des chiffres sur l'immobilier résidentiel sont attendus et je pense que c'est probablement plus important que les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc nous verrons la réaction sur le dollar américain. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va dans un premier temps évacuer le sujet des indices boursiers. On va se concentrer sur les indices US, le Dow, le SP500, le Nasdaq, l'Eurostoxx 50, le CAC et le DAX. On va les envisager puisque ce sont des marchés actions qui rebondissent bien depuis le début de la semaine. Quelles sont les perspectives? Où peuvent aller les actions et les marchés actions US? On va faire un tour d'horizon donc des marchés actions. On parlera aussi du FTSE. On passera d'ailleurs sur un triptyque en données 4 heures sur les indices boursiers européens. Ensuite sur le FX, un sujet que je n'aborderai pas car il a été largement évoqué et puis je pense qu'il faut désormais attendre demain matin les résultats du référendum en Écosse. C'est bien sûr le GBP, ici sur mon plan que j'ai préparé pour vous, le GBP tout simplement barré. Je n'évoquerai pas le cas de la livre sterling en attendant demain puisque vous êtes censé être off désormais en termes de stratégie sur cette paire de devises sur laquelle la volatilité pourrait être énorme. Vous avez un article sur le site qui vous rappelle que nous pouvons tout à fait attendre des décalages de 200 voire 300 pips sur le GBP en ignorant bien sûr le sens. Donc il est clairement risqué de prendre des positions. On refera par contre demain des points très larges et un point très complet sur les perspectives des paires en livres sterling puisque nous aurons les résultats de cet événement politique. Toujours concernant donc le FX, on parlera un peu plus du franc puisque ce matin la BNS s'est exprimée. Quelles sont les stratégies sympathiques sur les paires contenant le CHF? Alors le GBP CHF, j'ai dit que je n'en parlerai pas, mais finalement le mouvement a quand même... Il y a eu un beau mouvement depuis 10 jours, donc j'attendrai demain pour vous reparler du GBP CHF. Par contre, on parlera de l'euro CHF, mais aussi du NZD CHF. Bref, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être ici intéressantes sur le franc. Le dollar néo-zélandais, justement, parlons-en. Alors, on parlera du NZD-USD. Que faut-il attendre? Peut-on espérer un rebond technique? Si oui, sur quel niveau? Y a-t-il des divergences? Où en est le SSI? Nous en parlerons largement. Le yen japonais qui s'effronde avec la perspective de voir le Japon lancer un nouveau quantitative easing. Tour d'horizon des paires en yen qui, vous le savez, font de nouveaux sommets, voire nouveaux sommets annuels pour certaines paires en yen. Et puis nous reviendrons bien sûr sur le cas de l'euro-dollar. Et enfin, je vous rappellerai donc que le WTI, donc nous vous proposons, vous le savez, un contrat, un CFD sur le WTI, c'est une échéance mensuelle. Et ce soir donc nous basculons, c'est une nouvelle échéance mensuelle qui commence avec un contrat qui expirera le 17 octobre prochain. Donc il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour se positionner à moyen terme sur le pétrole US, sachant que sur le Brent, j'espère que vous êtes tous à l'achat depuis lundi puisque vous aviez à la fois un timing technique et surtout une nouvelle échéance de notre CFD. Donc bienvenue, voilà pour le plan et puis ensuite je répondrai à vos questions après avoir déroulé le plan annoncé. Et oui, j'oublie bien sûr, mais je ne vais pas les oublier, les métaux précieux, avec peut-être, et d'ailleurs très probablement ma stratégie sur l'argent qui sera invalidée prochainement, à suivre. Et puis donc l'once d'or qui lui, eh bien après avoir cassé les 1240 $, tend vers ses plus bas annuels. Voilà donc pour le plan, et donc comme promis, commençons par nos moutons et commençons par les indices actions américains. Alors le marché actions US c'est tout simple, on va utiliser... comme d'habitude un outil qui est présent sur la plateforme. Alors, je vous rappelle que ça correspond à ce logo ici, F. Il s'agit des ratios de Fibonacci, donc soit les retracements, soit les extensions. On se concentre sur le niveau, sur la jambe de hausse ici entre le 8 août et le 3 septembre, puisque le plus haut a été fait le 3 septembre, ici en tout cas sur le SP500. En clair, c'est simple. C'est un marché qui est cadré par les ratios de Fibonacci, tout simplement parce que il évolue sur des niveaux historiquement inconnu. Jamais auparavant le S&P 500 ou le Dow Jones ont atteint les niveaux actuels. Donc en utilisant l'analyse graphique, vous n'avez pas de repères dans le passé, vous êtes obligé de projeter les mouvements passés. Et donc on constate que cette semaine, le SP 500 a bien tenu 23,6% de retracement, donc 1985 points, avec d'ailleurs un beau doji, un doji du 15 septembre qui a relancé la hausse. Et désormais, le marché action, le S&P 500, s'attaque donc à cette résistance ici à 2013 points. Résistance à 2013 points qui correspond à un ratio d'extension de Fibo. Aujourd'hui, il est important que le SP500 confirme ce que tente de faire le Dow Jones. La clôture hebdomadaire sera importante. Mais en tout cas,
Si ces marchés accélèrent, voici les prochains objectifs pour ceux qui ont des positions longues, 2019, 2033 et 2047. Dans le cas de figure où les marchés actions américains et les indices devaient échouer, eh bien on s'intéressera à nouveau au ratio de retracement puisque eh bien, la cassure des 1985 renverrait ce marché vers 1967 et 1953. Alors j'ai vu un tweet ce matin passer de Nicolas Chéron évoquant une boîte. La boîte elle est ici, 1985 et 2013. C'est le range, si vous voulez. On casse à la hausse, on attaque 2019, 2033, 2047. On en sort par le bas. Le marché refluera à 1985, 67 et 1953. Raisonnement identique sur l'indice Dow Jones qui, lui, est plus fort. Alors, est-il en avance ou est-il un peu seul? Pour l'instant, difficile d'avoir la réponse, mais ça fait quand même, c'est quand même une belle tendance haussière. Le Dow Jones, hier, il a cassé une résistance, donc les 17 150 points, et donc s'attaque au ratio d'extension de Fibo. Donc la prochaine cible, en tout cas ici, serait 17 275. 17 275. Reste que c'est un indice qui a besoin de la confirmation de son grand frère, on va dire, l'indice S&P 500. Mais en tout cas, eh bien, si je me concentre uniquement ici sur le graphique du Dow Jones, j'ai envie de dire que la cassure des 17 140 points, c'est plutôt un signal positif et que ça permet de viser 17 275. Si on réintègre et qu'on retourne dans la boîte, eh bien le marché pourrait retendre vers les 16 956. Signal de vente uniquement si on casse 16 956 avec une target à 16 823. Alors au moins ce sont des indices qui sont assez simples à travailler. Puisque là vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher dans le passé des résistances graphiques puisqu'elles n'existent pas étant donné que vous n'avez aucune cotation sur les niveaux actuels. Nous sommes en train là de les inscrire, on les crée ces nouvelles cotations, il n'y a pas de données passées. Donc vous devez tous apprendre à maîtriser ici, et je pense que c'est le cas, au moins pour les ratios de retracement. Par contre j'ai souvent remarqué qu'au niveau des ratios d'extension, certaines personnes ne savent tout simplement pas comment les tracer. Donc vous utilisez ici, vous ouvrez le bouton Fibonacci et vous allez dans notre outil qui s'appelle expansion. C'est la même chose qu'extension. Expansion. Alors comment est-ce que ça se trace? Vous attrapez un mouvement, ici donc le point bas et le point haut, et vous avez ensuite toute liberté de le reporter au point bas de votre choix. Donc ici à ce point bas là, et vous retrouvez donc les extensions dont je vous parle. Voilà donc comment vous devez travailler vos indices Dow Jones, SP500 et qu'en est-il du Nasdaq 100. Alors le Nasdaq c'est différent puisque avec les niveaux de cours atteints en 2000 avec la période qu'on appelle la bulle internet, ces marchés sont déjà allés plus haut. Donc le Nasdaq cette semaine il avait cassé un support à 4055 points mais c'est un marché tellement fort qu'il a tout de suite repris le niveau. Donc faux signal d'une certaine façon, faux signal de cassure. Et revoilà le Nasdaq 100 dans son range 4055, 4113. Donc eh bien c'est assez souvent qu'on constate ça lorsqu'on donne un faux signal. On fait généralement plusieurs séances consécutives qui vont dans l'autre sens, on appelle ça un contre-pied, et c'est ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100 qui a donc repris à peu près 70 points depuis ses points bas ici du 16 septembre et qui semble en mesure de retendre ici vers la partie haute de son trading range. Les indices actions en Europe, écoutez, je vais commencer tout simplement par celui qui est le plus propre d'entre eux, mais c'est malheureusement un indice que vous ne traitez pas. Il s'agit de l'indice Eurostoxx 50 avec un marteau journalier en date du 16 septembre, un marteau sur le support à 3200 points sur la moyenne mobile à 20 jours. Comment est-ce qu'on calcule d'ailleurs l'objectif d'un marteau? Et bien justement, on reprend ici cet outil d'extension. Et donc la cible était à 3272 et puis tout simplement revenir donc ici tester 3292. Et généralement je ne vais pas au-delà de l'extension de 1 pour 1, je regarde surtout le 0,618, au-delà je pense qu'on est plus influencé par la figure. Donc 3272 en cible immédiate, on l'a presque faite. Donc à court terme c'est un mouvement positif. Pour ce qui est du cadre moyen terme, eh bien je pense toujours que sous les sommets du mois de juin, c'est un marché qui peut subir une vague de baisse. Par contre j'écarterais ce scénario si on devait casser à la hausse les sommets du mois de juin. En tout cas à court terme, voilà donc un état de fait. Et si vous avez acheté suite au marteau,
une bonne partie de l'objectif de cours a été fait, donc je pense que là le timing n'est ni intéressant pour une vente ni intéressant pour un achat. On va essayer d'approfondir sur les marchés actions européens en intraday. Je vous ai préparé donc ce que j'appelle un triptyque, donc comme d'habitude le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50 en donnaient 4 heures. C'est tout simplement la même chose, on ne les distingue pas, hein. S'il n'y avait pas l'axe des ordonnées, on ne les distinguerait pas. Un drapeau sur le CAC, un drapeau sur le DAX, bien vu à l'alerte d'Adrian, et un drapeau sur l'Eurostoxx 50. Ces drapeaux ont été confirmés par la cassure de résistance intraday 4445, 9684 et 3240, permettant à ces marchés de retendre vers leur sommet atteint ici au début du mois de septembre. Le mouvement est enclenché, et bien la tendance est donc en effet positive à court terme. Il est probable que le marché retourne chercher 4500, 9008, éventuellement 3290, qui serait finalement la seule des résistances si vous souhaitez mettre en place des stratégies de vente. C'est uniquement contact de résistance. Les achats étaient bien sûr sur support. Vous aviez un beau suivi d'ailleurs des niveaux de support par Adrian, notre analyste. Donc 4004, 9006 et 3002. Maintenant voilà, la tendance elle est relancée et vous avez donc un certain nombre d'objectifs de cours vers lesquels ces marchés tendent. Donc là je m'exprime uniquement sur le court terme. Quant au moyen terme, les graphiques hebdomadaires, etc., vous connaissez mon point de vue, puisque dans chacun de mes papiers indices du matin, je reprends ce que j'appelle la trame de fond, c'est-à-dire le risque que ces marchés un jour subissent une correction plus profonde, mais finalement le timing restera toujours autant incertain, d'où ici ce suivi de l'action des prix de manière objective. Alors maintenant il est grand temps de parler du FX. Si vous avez des questions sur les indices, laissez-les, je vous répondrai tout à l'heure. On peut en évoquer d'autres, on peut parler du FTSE, on peut parler de la US 200, on peut parler du MIB, de l'IBEX. Le MIB et l'IBEX avaient de toute façon des constructions similaires à peu de choses près à l'Eurostoxx 50, donc nous sommes dans le même état d'esprit. Maintenant le FX. Alors le GBP, ce sera un thème mis entre parenthèses aujourd'hui parce qu'on l'a assez largement accompagné depuis le 8 septembre et qu'aujourd'hui c'est le jour J. Par contre, vous avez sur le site une analyse que vous n'avez peut-être pas compris, donc je vais me permettre de la rappeler. C'est donc notre analyste américain David Rodriguez qui l'a réalisée. Elle a été traduite ce matin par Adrian. Elle revient sur la volatilité implicite des options de change sur le GBP. Et en clair, ce que vous devez retenir de cette analyse sur la volatilité implicite des options de change du GBP, c'est un certain nombre de stratégies de couverture qui laissent tout simplement présager une volatilité réalisée extrême qui aura lieu donc probablement demain. Et donc qui pourrait être énorme en fait, puisqu'elle pourrait atteindre jusqu'à 300 pips, mettant en danger tant les stratégies d'achat que les stratégies de vente. Alors j'ai dit ne pas vouloir évoquer le cas du GBP, mais malgré tout je tiens à revenir sur nos récents conseils, puisque vous avez, si vous les avez suivis, réalisé des gains. Et ce premier conseil était donc un achat du repli sur un 61,50. C'est un article qui a été publié en début de semaine. Le marché a donc effectué son pullback, a comblé son gap et rejoint la moyenne mobile à 20 jours. Donc le GBP USD, j'ai envie de dire objectif atteint. Vous devez, si vous êtes acheteur, clairement sécuriser des gains ici sur cette paire de devises. Et si vous souhaitez rester en position, vous connaissez les risques et voilà, tout simplement, vous êtes prévenu. Le franc. Alors le franc, on va en parler. Et tout d'abord, on va en parler à travers l'indice devise. Hier, vous avez eu, avec Karen Pelwal et moi-même, un tour d'horizon des indices devises en Ishimoku, où on a pu rappeler la tendance baissière très marquée sur le yen, ce qui nous invitait à être acheteurs des paires en yen. On a évoqué aussi le cas du franc, le cas du GBP, bref, on a sélectionné des stratégies en se basant uniquement sur les indices devises. Des stratégies qui sont assez finalement efficaces. Alors maintenant, qu'en est-il du franc? Qu'en est-il du franc à court terme? Je vais simplement retirer ça. Qu'en est-il du franc à court terme? Alors ce matin, la BNS s'est exprimée, elle n'a rien fait, hormis rappeler que sa politique monétaire resterait très accommodante. Le gouverneur de la Banque nationale de Suisse, de la Banque nationale suisse, excusez-moi, il n'y a pas de particules, a rappelé que l'utilisation du taux plancher face à l'euro restait d'actualité, et clairement d'actualité, et que ceci allait se poursuivre. Y a-t-il aujourd'hui une réaction spécifique du franc? Pas réellement, puisqu'il n'y a aucune volatilité, et c'est un
une monnaie qui reste plus ou moins stable, quoiqu'elle tend légèrement à reculer ici depuis ce matin, mais elle n'a pas pour autant cassé de niveau de support. Le support que je vous indique ici sur le franc, je pense qu'il va casser. J'anticipe donc la cassure d'un niveau de support sur le franc. Ce qui signifie que les paires sur lesquelles vous êtes bien sûr vendeur du franc vont progresser. Alors vous avez eu un certain nombre de stratégies, notamment le GBP-CHF, sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, et on refera un point plus largement demain. Mais je pense qu'on peut se concentrer sur d'autres monnaies. L'USD-CHF, vous avez une idée de trading qui est actuellement sur le site, elle est bien cadrée. Je pense qu'on peut donc se concentrer sur l'euro-CHF ou encore le NZD-CHF, d'autres paires de devises qui présentent un intérêt, et peut-être un intérêt acheteur, si je regarde par exemple le NZD-CHF. Et bien sûr, qu'en est-il aussi du NZD-USD, puisque je ferai ensuite la transition vers le dollar néo-zélandais. Alors c'est parti, commençons. Alors ça charge, ça va arriver. Que penser donc de ces paires en dollars néo-zélandais? Alors la première d'entre elles, ce n'était pas celle-ci que je voulais vous montrer, c'était... Alors dans les paires en CHF, puisqu'on était d'abord là-dessus, voici. L'euro CHF. Alors il y a eu de la vol ce matin sur l'euro CHF, et finalement ça se termine ici par un chandelier qui n'a pas clôturé, mais en tout cas on voit qu'il y a eu à nouveau des acheteurs qui se sont précipités lorsque le marché est revenu ici donc au contact des 1,20,64. Nous pensons toujours que la zone d'achat se situe non pas à 1,20,00 parce que je pense qu'un certain nombre d'achats sont empilés avant. Cependant, vous n'avez malheureusement pas, en dehors de l'intervalle 1,20-1,20,30, un bon money management pour vous positionner, même si en effet toutes les mèches en direction des, enfin toutes les baisses en direction des 1,20,50, 1,20,70 semblent être payées. Et bien pour l'instant pas de garantie qu'il s'agisse d'un point bas. Par contre, en cas de cassure haussière des 1,21, alors en effet, 1,21, 1,21,15, on aurait peut-être ici un signal. Et encore, je préfère clairement acheter un retour qui est tout à fait envisageable dans cette zone de prix, ici, sur l'euro CHF. Donc, voilà ici quelque chose qui m'intéresse. C'est clairement la zone d'entrée sur limite. Alors ensuite, est-ce que dans l'éventualité où ce marché aurait fait un point bas, y a-t-il une ligne de tendance? Vous voyez, il est tout à fait possible qu'on aille chercher cette ligne de tendance et qu'on reflue. Donc au niveau actuel des cours, eh bien, il est difficile ici de se positionner. En fait, on peut parfaitement aller la chercher, aller chercher cette résistance à 1,21,35 et ensuite retomber dans la zone d'achat. Donc malheureusement, il faudra toujours se montrer patient sur cette paire de devises. Alors maintenant, je vais observer une autre paire qui contient donc justement le franc. Je vais m'intéresser ici au NZD-CHF. Que penser donc de cette paire de devises, le NZD-CHF? Alors c'est certain qu'un achat du NZD-CHF, c'est une stratégie de carry trade. Maintenant, est-ce que sur le plan de l'analyse technique, on a un timing intéressant? Le marché semble ici vouloir former un support, ici sur 0,7586. C'est un niveau horizontal, je dois l'admettre, mais s'agit-il là encore d'un niveau de support suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un premier niveau de support. De là à vouloir intervenir dessus, je vais essayer de prendre un peu plus de recul avant de passer sur le NZD-USD, mais je reste quand même plutôt méfiant pour un achat dans cette zone, et il y a tout à fait une possibilité que ce marché se replie davantage avant ici d'avoir un rebond d'amplitude. Donc disons qu'on peut avoir ce type ici de canal, et je préférerais m'intéresser en réalité à un niveau qui serait plus proche ici des 0,75 ici pour envisager une stratégie d'achat. Vous conviendrez que ça correspond en fait à on voit que c'est un pivot horizontal de long terme, donc c'est davantage à ce niveau-là, 0,75, auquel je m'intéresserai. Bon, le GBP-CHF, on peut le regarder pour le plaisir. USD, j'en viens, c'est juste après. Alors, je vous montre le GBP-CHF et j'arrive enfin sur le NZD-USD, puisque je pense que nous sommes en effet face à peut-être quelque chose à faire. Le GBP-CHF, je ne l'ai plus. Bon, il a disparu de mes charts. Bon, peu importe. En tout cas, vous savez que c'est hyper intéressant. On vous l'a fait acheter et reacheter. Et on vous le fera reacheter après les résultats du référendum en Écosse. Parlons
peu parlons bien, parlons NZD USD. Quel est le point d'achat intéressant? Alors vous avez une alerte de marché mardi sur le NZD USD, mettant en avant une ligne de tendance vieille depuis 4 ans. Le marché teste actuellement la ligne de tendance. Le niveau horizontal, lui, passe, alors un peu plus bas, il passe à 0,80,51. Donc nous approchons ici d'une zone d'intérêt. Nous approchons d'une zone d'intérêt ici sur le NZD USD, qui je pense est comprise entre 0,8050 et 0,8075. Vous avez bien sûr à l'achat un rollover assez largement positif ici qui représente 0,40 pour un lot de 10K lorsque vous êtes à l'achat sur le NZD USD. Je pense donc que il est envisageable de laisser traîner des achats entre 0,8050 et 0,8075 avec un stop sous justement ces 0,8050. Vous êtes à contre-tendance, clairement à contre-tendance. J'ai regardé les données de notre SSI, il y a une majorité d'acheteurs. Le réservoir des longs est donc bien rempli, donc c'est un trade à contre-tendance. Mais finalement, à mesure que le dollar américain approche de sa résistance majeure à 11 000 points, je pense que si vous avez un dollar US proche des 11 000 points et un NZD USD ici sur ce niveau de support, peut-être ici une stratégie importante. Je constate la création potentielle d'une divergence positive qui reste potentielle et absolument pas active, mais en tout cas c'est la première fois depuis longtemps que nous avons sur cet indicateur RSI en données journalières deux creux ascendants en zone de survente. Reste qu'il faut la confirmer en franchissant au moins la résistance à 0,8130. Donc, soit vous attendez la cassure des 0,8130, soit vous vous positionnez sur support et vous renforcez à la cassure des 0,8130. Voilà en tout cas une paire de devises qui semble intéressante. Et Nicolas Chéron vient de passer long à 0,81 donc puisque c'est au contact de cette ligne de tendance ici en données journalières. Donc voici ici une paire de devises qui peut-être démontre un intérêt sympathique sur le NZD USD. Le franc, on en a parlé. Alors les événements fondamentaux, et puis je continue ensuite le point de marché. Vous êtes au fait bien sûr d'un certain nombre de choses, notamment le fait que la Fed engagera en 2015 un cycle haussier de ses taux d'intérêt. Laissez-moi simplement vous rappeler des attentes selon Bloomberg de hausse de taux aux États-Unis en 2015. Vous avez ici donc notamment les attentes pour 2015. Et vous devez constater ici donc cette anticipation avec un consensus qui se situerait, disons, à hauteur de la fin du premier semestre 2015 pour engager ici ce type de progression ici de ce qu'on appelle les Fed Funds, l'équivalent du taux de refinancement donc de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, du calendrier économique, c'est une frise qui vous a été présentée lundi. Nous y sommes désormais puisque nous sommes le 18 septembre. Le quantitative easing a en effet été réduit à 15 milliards d'achats d'actifs par mois. Alors, pour certains analystes, le 29 octobre, il sera réduit à 0. Pour d'autres, il faudra attendre le 17 décembre. Peu importe, nous connaissons la suite des événements. Il sera égal à 0 de toute façon avant la fin de l'année 2014, ce qui a d'ailleurs été anticipé par le marché avec cette hausse du dollar US depuis donc la session du 1er juillet. Hausse du dollar US qui a d'ailleurs correspond parfaitement au point haut des pétroles. C'était au début du mois de juillet. Donc, les 11 000 points sur le Dow Jones FXM Dollar Index sont un peu au-dessus encore, puisque là, on a fait 10 940. Disons que là, on a un petit chandelier, ça n'a pas clôturé. On peut même dire que finalement 10 897 est un niveau de support. Disons que si on réintègre ces 10 897, il est possible que cette succession de creux et de sommets ascendants soit interrompue à court terme, laissant peut-être une place, une toute petite place, mais une place, un rebond technique de certaines paires. Alors, intéressez-vous à cette zone ici sur le NZD USD, en tout cas en dessous de laquelle vous pouvez positionner des stops de protection assez évidents. Le GBP USD, on en a parlé tout à l'heure, vous avez clairement intérêt à prendre des bénéfices. Alors imaginons que la paire s'envole et prenne 300 pips. Vous allez nous dire, mais vous nous avez invité à couper les achats. Mais imaginez qu'elle dévisse de 300 pips. Vous serez très, très heureux
d'avoir encaissé et sécurisé des gains. Donc on a quand même vécu un beau mouvement depuis le 8 septembre. Il est temps de sécuriser des gains. Le yen. Alors le yen est mal en point. Le yen est mal en point pour un certain nombre d'éléments domestiques propres au Japon et à sa politique monétaire. Le voici. Vous avez ici le yen index. Vous retrouvez un certain nombre d'éléments. Alors c'est un graphique qu'on vous a présenté hier avec Karen Pelwal. Vous retrouvez d'une part la divergence baissière cachée qui nous a invités à le vendre il y a 2 semaines. Et surtout l'Ishimoku ici, l'Ishimoku hebdomadaire sur ce JPY index donne des signaux de vente assez nets. Vous avez ici la lagging span qui a cassé par le bas les prix. Vous avez ici le JPY index qui avait cassé sa Kijun weekly. Et surtout constatez à quel point le nuage fait résistance, Karen répétant souvent « Regardez où se situe votre nuage ». En tout cas, je pense que JPY index peut tendre. Alors là, on teste d'ailleurs les plus bas annuels. Oui, voilà, nous y sommes en temps réel. JPY index teste ses plus bas annuels. En cas de cassure baissière, eh bien, tout simplement, nous irons vers de nouveaux plus bas annuels sur le yen japonais. Si vous avez parcouru Daily FX depuis 2 semaines, vous avez soit acheté le GBP yen, soit acheté le CHF yen, soit acheté l'euro yen, soit acheté l'USD yen. En tout cas, si vous avez lu nos analyses, vous n'en avez shorté aucune. Le GBP yen, je pense qu'on vous reproposera un suivi demain. Par contre, je vais quand même revenir sur le CHF yen, l'euro yen et l'USD yen. Et peut-être la UD yen si ça vous intéresse pour la suite des événements avec des cassures haussières qui ont été nettes et sans appel. Notamment, en fait, les vraies cassures haussières, elles ont été faites. Et alors, comment est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'a vraiment eu lieu une cassure haussière? Eh bien, on va afficher le volume de transactions. Grâce à notre volume d'échange réel, on peut savoir le jour où les mains fortes se sont vraiment positionnées à l'achat. Et finalement, c'est ces mains fortes-là qu'il fallait suivre. Donc, j'affiche l'indicateur du volume d'échange réel, ce que vous pouvez d'ailleurs... Alors, c'est pas une paire sur laquelle je peux le faire, autant pour moi, mais... Je vous rappelle que vous avez 14 paires majeures sur lesquelles ça fonctionne, notamment sur l'euro-yen, donc c'est ce que je vais regarder immédiatement. Et vous avez aussi le CAD-yen. Le CAD-yen, on en avait beaucoup parlé, qui a, si vous me permettez l'expression, pulvérisé ses résistances. D'autant plus que le CAD a retrouvé de la vigueur. Et donc tout ça, c'était assez intéressant. Alors, le volume d'échange réel sur l'euro-yen, on va charger ici. Quand est-ce qu'a eu lieu? Eh bien, alors c'était essentiellement visible sur le GBP yen, mais malgré tout, on constate qu'il y a eu un certain nombre de cassures. Alors bien sûr, le pic de volume d'échange réel, vous l'avez eu ici lorsque le marché a testé le support. Et puis finalement, on a cassé un certain nombre de résistances. Je dirais que le vrai signal de cassure, il a été donné le 11 septembre. Le 11 septembre, lorsque l'euro-yen a cassé les 138,27, qu'il a ensuite effectué un pullback, il a fait une consolidation latérale. Et puis désormais, il a cassé donc cette oblique de tendance baissière. Et donc là, il atteint un objectif de cours. Donc attention, il atteint 140, un objectif de cours. Vous êtes soit à l'achat, vous pouvez prendre une partie de vos bénéfices, mais à votre place, je garderai quand même un beau solde à l'achat, quitte à renforcer en cas de cassure ou à se positionner si le marché devait faire un pullback, disons par exemple ici, sur un niveau de support que je verrai à 139,30 désormais. 139,30 pour éventuellement se positionner. Mais en tout cas, nous avons un yen qui n'est peut-être plus au bord du gouffre, mais peut-être déjà en pleine chute. C'est la même chose sur le CHF yen qui donc s'envole et tend probablement vers un certain nombre d'objectifs de cours. Nous avons ici 116,40 et nous avons surtout 116,80 et puis s'envoler de toute façon plus haut. On est en train de sortir quand même par le haut d'une phase de range qui a duré tout le premier semestre, exactement comme le JPY index qui a fait un range pendant un semestre. Donc c'est un fait. Il s'écroule, le yen japonais. Autre paire en yen intéressante, la UD yen. Alors, c'était pas la plus intéressante du point de vue de la tendance. Cependant, vous avez eu sur le plan de l'analyse technique ici un pullback très attrayant lorsque le marché est revenu chercher 96,50 avec une belle réaction. Cependant, elle se compose de la UD qui lui reste quand même sous pression. Ce n'est donc pas la plus belle des paires en yen, clairement pas, à jouer donc en tendance. Et enfin,
l'USD Yen. Alors hier, Ishimoku, je pense, n'est pas souvent précurseur. Mais je dois admettre qu'hier, Ishimoku était précurseur. Puisque vous aviez une oblique de résistance que rencontraient les prix. Sauf que avant les prix, la lagging span, ici, l'avait cassé. La lagging span avait cassé la résistance, effectué un pullback, et elle est repartie de l'avant. Donc ce signal sur la lagging span a anticipé le signal sur les prix, avec la cassure des 107,50, et donc une paire de devises qui continue de tendre tranquillement vers un certain nombre de résistances, ici l'année 2008, en particulier donc ici le niveau des 110. Alors il y en a une autre que j'ai pas regardé depuis longtemps mais que je vais peut-être découvrir avec vous, c'est le NZD Yen. Je sais plus du tout ce que ça donne, donc je vais la regarder tout de suite. Est-ce qu'elle était aussi sympathique ou pas? Et donc elle est aussi tout à fait intéressante, le NZD Yen, avec là aussi une cassure haussière, une succession d'ailleurs de cassures haussières. Alors comme l'euro yen qui atteint 140, le NZD Yen atteint 88,40. On avait eu d'ailleurs la tenue d'un niveau de support ici à 85. Mais là aussi, je pense que nous avons une progression qui va se poursuivre. Il faudra donc acheter les niveaux de support. Le premier support se trouve, je dirais, à 87,90. 87,90 pour un achat limite. Et je pense que cette paire de devises peut tout à fait tendre lors des prochaines semaines vers les 89,65. Donc, voici des paires de devises à acheter sur support. Alors on a parlé du NZD, du JPY, du franc. On va peut-être regarder un peu l'euro et ensuite je serai transparent sur les métaux précieux et ma stratégie sur le silver qui cette fois-ci semble vraiment mal partie. Mais d'abord je repasse sur le NZD USD. Donc je pense que Nicolas Chéron a bien acheté 0,81, il a bien acheté. Reste, il faudra rapidement casser à la hausse 0,8130. Et là, en effet, ça va prendre 100 pips en ligne droite. Et donc, ce sera très bien. Ce sera un bel achat. Alors, qu'en est-il de la paire euro-dollar, puisque j'imagine qu'elle peut vous intéresser aussi. Alors, l'euro-doll, finalement, aujourd'hui, elle n'est pas réellement digne d'intérêt. J'avais un graphique intraday qui était un peu plus sympathique, donc on va la regarder en 4 heures. Et ensuite, les métaux précieux. Je termine par le WTI, le gaz, vous avez une émission spéciale à 16h15. Et ensuite, je réponds donc à vos questions. On retrouve ici le triptyque CAC DAX Eurostoxx 50 qui est sympathique. Maintenant, voici le cadrage que je vous propose de l'euro-dollar en 4 heures. Donc, toujours ce système de poupée russe, un certain nombre de rectangles imbriqués les uns dans les autres. On a le principal entre un 28,50 et un 29,77, à l'intérieur duquel on avait deux rectangles. Le premier, un 28,50, un 29 et un 29 à 29,77. Aujourd'hui, on a balayé la partie haute et la partie basse. Donc on a fait un 28,50 et aussi un 29,06. Et là, vous êtes actuellement à un 28,80 en plein milieu. Donc malheureusement, là, je vois pas vraiment grand-chose d'intéressant. Par contre, un 28,50... c'est quand même un niveau qui m'intéresse. Mais on a peut-être, si on devait comparer l'importance des niveaux horizontaux, quelque chose de, en effet, sympathique sur le NZD USD. Je continue sur les matières premières et ensuite vos questions. Alors, ça charge. Alors, un instant. Alors, les métaux précieux. L'or va-t-il à 1000 $? Vous aurez bientôt la réponse. Je crois qu'Adriane est en train d'écrire une analyse sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on avait cassé les 1240, on a fait un pullback, ça rebaisse. On est en train d'entrer dans cette zone, on est en plein dedans, 1180, 1240, une zone sur laquelle j'ai toujours dit que je ne savais pas quoi faire. Mais bon, voilà, il y a plein d'obliques ici qui passent, rien à vous dire dessus. Par contre, le silver, eh bien, alors il va falloir que je sois transparent dessus. Je me suis intéressé à la zone en mai 2014, une première fois, une seconde fois à la fin ici du mois de mai 2014, une énième fois
maintenant, donc récemment, à 18,70, j'ai un stop qui est toujours mon stop initial. J'ai un stop à 17,95 et je ne l'ai jamais remonté parce que ça sert à rien. Donc, on verra. Mais c'est certain que c'est mal parti. Je vais vous remontrer un graphique intéressant qui vous propose la superposition du CRB Index, donc un indice composite des matières premières, et du dollar US. Depuis le 1er janvier, le dollar américain a gagné 4,5%, 5% maintenant, et les matières premières ont globalement perdu 5%. En clair, selon cette observation, si le dollar US devait consolider, et je ne sais pas quand, j'espère au moins un rebond technique. C'est un indice qui est essentiellement pondéré en énergie. À lui seul, le WTI et le Brent représentent à peu près 20% de cet indice. Et ce sont eux d'ailleurs qui ont au premier bien réagi. Mais il y a malgré tout des métaux dedans. Bon, l'argent ne représente que 1%. Mais peu importe. Je veux simplement revenir sur le fait que une éventuelle conso de l'USD peut mécaniquement soutenir un rebond technique qui a d'ailleurs déjà commencé sur les pétroles. Sur lequel d'ailleurs nous vous avons fait bien vous positionner. En tout cas, c'est une corrélation négative ici à ne pas à connaître. Et donc pour l'argent, on verra. Nous avons, je pense, ici l'ultime rempart. Ce n'est pas du mode espoir, hein, puisque j'ai toujours mis mon stop à 17,95. Mais voilà, à suivre. En tout cas, ça commence à être sérieusement compliqué, mais je suis toujours à l'achat. Et enfin, le pétrole. Alors, le Brent, vous y êtes peut-être, en tout cas je l'espère, puisque vous bénéficiez depuis lundi d'une nouvelle échéance mensuelle pour notre CFD sur le Brent, et à partir de demain, vous allez bénéficier d'une nouvelle échéance d'un mois sur le WTI. Donc le WTI semble en plus casser les plus hauts des jours, sachant que ce soir, vos positions seront clôturées. Cependant, je vous invite, pour un certain nombre de raisons qui ont été synthétisées dans une analyse sur le site, à profiter de notre nouveau CFD, alors nouvelle échéance, puisqu'il va être ouvert jusqu'au 17 octobre, à chercher des achats. Donc vous avez ici cet article, et honnêtement ça prend pas de temps, lisez-le, le voici, sur lequel je résume un certain nombre d'arguments pour chercher un achat. Donc je reviens d'ailleurs sur cette corrélation négative USD Index, CRB Index, et ensuite sur un certain nombre d'éléments techniques que je vais vous remontrer tout de suite. Tout d'abord, un graphique de court terme. On retrouve donc un certain nombre de mèches basses sur ce niveau de support dont on vous a beaucoup parlé. J'apprécie le fait que la MM 20 jours se retourne, fasse support pour les cours. Et donc je pense que si ce soir, avec l'expiration de notre contrat, vous allez avoir un nouveau contrat dès demain, si le marché, disons, revient tester cette zone ici des 92, 60, 80, en fait revient dans cette zone-là, moi je pense qu'il s'agira d'un achat à faire. Et je vais enfin vous montrer un graphique hebdomadaire qui vous rappelle l'importance de cette zone support. Des 90-91, c'est bien plus qu'un simple niveau horizontal. C'est tout simplement un ratio de retracement de Fibonacci de la chute de ce marché en 2008, et c'est surtout une oblique de tendance de long terme qui joint tous les cours de clôture depuis 5 ans. Vous avez ici la chute du marché du pétrole en 2008, donc c'était la crise financière, la faillite de plein de banques, etc., qui mettait en avant 3 niveaux, 78,50 $, les 91 $ et les 105. On réagit bien donc à nouveau sur ce niveau-là, et enfin, vous avez ici une ligne de tendance. Alors vous avez peut-être l'impression qu'elle n'est pas bien tracée, mais en fait elle joint les cours de clôture. Vous avez donc cette ligne de tendance, elle attrape ce cours de clôture et celui-ci, donc les 3 cours de clôture les plus extrêmes, et au final elle se conjugue avec ce niveau horizontal. Donc je pense que vous avez une opportunité pour un trade qui peut durer 2-3 semaines sur ici le WTI. Quel serait l'objectif du rebond? Je pense que nous pouvons viser au moins 97 $. 97 $, c'est une belle cible. Et puis peut-être un retour à 99 ou à 100, mais je pense que 97, c'est déjà une belle cible ici sur les cours du WTI. Allez, je passe à nouveau en données journalières et je réponds donc à vos questions.
Alors, donc José, première question. Si malgré vos conseils, on décide de trader le GBP avant les résultats, combien faut-il compter pour les stops? Alors, je pense que je comprends votre question, mais admettez que c'est quand même une question un peu peut-être limite, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire de mettre un stop à 200 pips pour être certain de rester dans le marché. Mon conseil reste de ne pas trader le GBP dans l'attente des résultats. Disons que ce n'est pas un casino, c'est pas un jeu, hein. On a pu trader le GBP pendant 10 jours, entre le 8 septembre et le 18, mais je vous garantis que dès demain, on va le retrader. Mais aujourd'hui, suivez notre conseil, tenez-vous à l'écart. Alors, Patrick56, vous dites donc shorter les métaux précieux. Alors, je continue à regarder vos questions. Ah oui, Luc, alors, Luc nous rappelle que on attendait un certain nombre de statistiques. Les voici donc. Nous avons d'abord eu des chiffres de l'immobilier résidentiel qui sont a priori en dessous du consensus. Et enfin, des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, inférieures au consensus, mais c'est positif. Moins de personnes s'inscrivent, donc c'est positif. Par contre, l'immobilier, c'est a priori moins bien qu'attendu, qu'il s'agisse des permis de construire ou donc de toutes ces statistiques, il y en a beaucoup qui sont donc rappelées. Et la prochaine, c'est donc 16h30. Enfin, 16h, vous avez l'indice de la Fed, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et donc, à 16h30, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Alors Amélie me dit, Vincent, tes graphiques sont trop chargés. Eh bien pourtant, j'ai des graphiques souvent peu chargés. Là, il vous semble chargé parce que j'ai encore l'indicateur Ishimoku hier, mais généralement mes graphiques sont peu chargés. Puisque je suis d'accord avec vous, je pense qu'un graphique doit être limpide. Probablement Panthère 66 à suivre. Panthère 66, pourquoi as-tu mis ton stop à 17,95 et non pas à 18,10? Eh bien parce que j'ai voulu le mettre sous le niveau des 18 $, peut-être trop large à la base, mais en tout cas c'est mon stop initial, donc je ne vais pas le remonter. Mais voilà. Et puis c'est sous un chiffre rond, j'admets, j'ai pris un peu de marge par rapport au niveau technique. Alors Marc, le NZD-USD, que peut-on viser à l'achat? Eh bien, c'est très simple. Je pense que vous pouvez viser 100 pips si jamais le marché casse à la hausse 81,30. Donc, si on casse à la hausse 81,30, ce qui confirmera le rebond sur la ligne de tendance, vous pourrez viser 82,20, 82,30. Dans le cadre d'un rebond technique, on peut ajouter un certain nombre d'indicateurs pour ça. Affichons par exemple Ishimoku, où passe la Tenkan journalière. Eh bien, elle passe à 82. Donc, la Tenkan passe à 82, ça peut être une cible. Maintenant, je vais afficher la moyenne mobile à 20 jours, voir où est-ce qu'elle en est, pour essayer de trouver un des objectifs de cours en cas de cassure de résistance. Elle passe à 82,60. Et enfin, nous avons peut-être une ligne de tendance pour attraper l'amplitude d'un rebond technique. Alors, on va prendre cette ligne de tendance en attrapant ici les sommets les plus évidents. Et donc en effet, on peut aller chercher, je pense, 82, voire 82,20, 82,30. Il faut vraiment... Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut casser 81,30? Parce que ce serait une cassure sur les prix qui viendrait confirmer cette contradiction positive ici sur le momentum qui est intéressante. Alors, admettons que le niveau horizontal vraiment propre c'est 0,850, mais j'ai ici une ligne de tendance de long terme qui passe au niveau actuel des cours. En fait, elle passait sur les 0,8090, 0,81. Voilà en tout cas donc pour le NZD-USD. Alors l'euro GBP, alors on voit la force du GBP là à travers cette chute. L'euro GBP qui fait des nouveaux plus bas aujourd'hui, nouveau plus bas annuel sur l'euro GBP. Alors là aussi c'est une paire en GBP, donc c'est certain que lorsqu'on observe le GBP, on a clairement, nous on a un biais quand même acheteur plus qu'un biais.
La seule chose qui pourrait malmener notre anticipation favorable au GBP, c'est un oui au référendum. Bon, dans le cas de figure où ce serait le non, eh bien le GBP continuerait sa hausse et ça renverrait l'euro GBP plus bas. Et donc clairement en direction des 0,78 et même des 0,7750. À savoir donc la cassure ici des 0,7875. Mais vous comprenez bien que la baisse de l'euro GBP elle a commencé par le faux signal au-dessus des 0,8035. Ensuite on a eu à nouveau une opportunité le 16 septembre. On atteint ici un niveau de support, un objectif de cours. Mais vous comprenez bien qu'en cas de oui, le GBP serait fortement et négativement impacté. Mais qui peut prédire les résultats d'un référendum sur lequel les sondages récents donnent à tour de rôle soit le oui, soit le non gagnant. C'est pour ça que ça me semble clairement hyper risqué, pour pas utiliser un autre mot, de jeter une pièce et de jouer la chance sur deux. Il y a probablement plus intéressant à faire, d'une part pour sauvegarder son capital et avoir encore du capital pour retrader le GBP après les résultats. Alors, Florent, alors en fait, si vous avez des positions ouvertes sur le WTI, elles seront automatiquement clôturées ce soir. Votre question est, faut-il attendre ou clôturer maintenant? C'est vous qui choisissez, soit c'est une clôture manuelle, soit c'est une clôture automatique. Visiteur, enfin, dernière question. Est-ce que la dégradation de la France peut avoir un impact? Eh bien, je pense que ça fait longtemps que la notation des agences de notation n'est plus regardée par le marché. Et voilà, donc je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. Alors, on termine sur le WTI en live dessus. Oui. Avant le changement d'échéance. D'accord. D'accord. Alors, Nicolas Chéron, vous savez, a empilé un certain nombre d'achats depuis cette séance du 11 septembre. Vous avez une question sur faut-il clôturer maintenant ou pas? Voilà ce qu'il compte faire. Nicolas Chéron ne compte pas clôturer à la main. Il espère cet après-midi une accélération en direction des 95,50, prendre ses bénéfices, encaisser 500 points, tout couper à la main, donc sûrement en fin de session aux États-Unis ou dans l'après-midi en Europe, et retrader ce marché à partir de lundi prochain, à l'achat sur support. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, ainsi que pour ce dernier commentaire de BD Zan J. Vous avez donc, la journée n'est pas finie, hein, vous avez une session de trading à 16h15 sur le gaz naturel, à 18h tout un panorama des ordres de trading qui sont à votre disposition sur la plateforme, et enfin à 19h un webinaire exclusif sur les nouveaux tarifs et spreads FXCM, la révolution. Merci à tous et à demain pour une émission de trading en début d'après-midi.